Salut tout le monde, c'est CryptoSapiens, bienvenue dans notre rendez-vous dominical du dimanche. Du coup, 20 juillet, on a vécu une belle semaine exceptionnelle, même si ça s'est calmé depuis quelques jours. J'ai rien de vous dire, c'est justement temps de pouvoir un peu nuancer ce qui se passe sur les marchés dans une situation où il y a un peu de polarité un peu partout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on entend tout et son contraire. Bon, certains crient que ce n'est que le début, direction l'alt season, etc. D'autres annoncent déjà la fin du bull run. Moi, vous le savez, je suis pas forcément là pour choisir un camp ou un autre, dans le sens où je suis là pour montrer les différents scénarios. Alors oui, c'est moins sexy, mais en tout cas, le but c'est de vous aider, de nous entraider à nous positionner dans chacune des situations qui peuvent se passer sur le marché. Mon objectif en tant que crypto sapiens et en tant qu'analyste, c'est n'a jamais eu pour vocation d'être influenceur ou même de vous influencer. Mon but, c'est qu'on avance avec méthode, qu'on reste lucide et qu'on se prépare à chaque option, puisque non, en tout cas, vous le savez, il n'y aura pas d'indicateur magique qui nous flashera en rouge fluo. Ça y est, c'est le top, il faut vendre. On va plutôt se baser sur les comportements de la blockchain, puisque vous le savez que c'est justement ça qui se cache derrière l'analyse on-chain. On est là pour regarder les décisions que prennent les investisseurs et comment nous, on peut voilà, se préparer à ces comportements. Alors du coup, c'est pour ça qu'on va parler en termes de scénario, parce que plutôt que de faire semblant à essayer de deviner le prix exact du prochain top ou du top même de ce cycle, on va plutôt retourner la logique et partir dans le OK, montre-moi en fait les conditions qui créent un sommet et ensuite seulement on va regarder le prix. C'est exactement ce que l'on a vu dans la vidéo de la semaine dernière, donc si tu ne l'as pas vu, je te la conseille typiquement, mais aujourd'hui on va justement simplement faire un état des lieux de ce que l'on a vu dans la précédente vidéo, pas besoin de faire plus compliqué aujourd'hui. Et oui, parce que malheureusement, vous ne faites pas face à Adrien, l'investisseur fou, mais bien Crypto Sapiens, l'analyste. L'objectif ici n'est clairement pas de vous faire rêver. L'objectif n'est pas non plus de vous faire réfléchir, c'est plutôt de se dire, voilà, si tel scénario se déclenche, comment je réagis? Fini un peu ce qu'on appelle les gray areas, donc les zones grises. On définit chaque scénario, chaque possibilité. Fini les peut-être, fini les on verra. On prend une décision qui à chaque fois nous rapproche de la vie de l'investisseur qu'on a envie d'avoir et pas justement celle qui nous en éloigne. C'est aussi simple et aussi puissant que ça. Bon, on va passer sur les graphes quand même, parce que c'est quand même le but de cette vidéo. L'idée ici, c'est vraiment d'identifier, si vous voulez, les comportements et les caractéristiques typiques d'un extrême de cycle. Et si on continue de partir du principe que les humains, que les investisseurs, vont continuer d'agir avec euphorie près des sommets, alors, petit disclaimer, maintenant pas disclaimer, petit spoiler, pardon, tout indique qu'on est dans cette évidemment troisième phase de ce bull run 2023-2025, mais que potentiellement, je dis bien potentiellement, nous ne sommes pas encore à ce fameux top de cycle, et ça on va le voir tout de suite. En un coup d'œil, on peut déjà se repérer par rapport aux indicateurs un peu tout en un qui s'appelle le Bitcoin Cycle Extreme Oscillators qui va essayer de prendre toutes les composantes qu'on avait vues encore une fois dans la vidéo de la semaine dernière pour essayer de les superposer l'une sur l'autre et voir quand est-ce qu'il y en a beaucoup voilà, qui s'enclenchent et finalement, quand est-ce qu'on est sur un potentiel top de cycle? Vous regardez sur la grosse phase haussière que nous avions eu début 2021, ça avait flashé. Pourquoi? Parce que ici, cet indicateur prend tout ce qui est la grosseur du coussin de gain sur laquelle on est assis. Est-ce que les mineurs sont en profit? Est-ce que les taux d'intérêt des traders explosent le plafond? Est-ce que les investisseurs long terme vendent massivement? Est-ce que les prises de gains sont intenses? Etc., etc. Et là, typiquement, sur ce cycle, bon, comme vous le voyez, on n'a pas encore eu de top final. Dans le sens où, ici, on n'a pas vu cette petite bandelette jaune s'activer qu'une seule fois, justement, en mars, lors du top aux 73 000 $. Mais là, actuellement, on a pour l'instant que notre fameux SOPR qui s'enclenche. Alors, pour ceux qui ont regardé la vidéo de la semaine dernière, vous savez ce que c'est. Mais pour les autres, le SOPR nous permet de voir les profits qui sont réalisés de la part des investisseurs. Bon, on va pas ici se baser uniquement sur le ratio, puisque pour l'instant, et de ce que j'ai vu, on n'a pas encore forcément de divergence baissière dessus. Vous savez, lorsque le prix continue de monter, mais que les gains commencent à diminuer, c'est qu'on arrive voilà, sur quelque chose qui commence à sentir un peu mauvais. Ici, par contre, on voit très bien qu'on est toujours, si on se base sur son histogramme, donc c'est-à-dire par rapport au nombre de jours de trading dans l'histoire de Bitcoin, à combien de reprises il a été vu sur ce ratio. Plus on s'approche d'un extrême de cycle et plus on approche des 90-95%. Mais là, pour l'instant, on est sur les 80, 82. Il me semble qu'on était monté pas très loin des 90 il y a quelques temps. Évidemment, c'est à surveiller. Mais pour autant, l'indicateur précédent que nous avions vu ici a quand même bien fait de flasher rose, ici particulièrement, puisque c'est vraiment le cas. On est sur une zone où, évidemment, il y a quand même beaucoup de prises de gains. Mais qui prennent ces gains?
roulement de tambour, mais à la fois c'est pas vraiment pas vraiment un secret de polichinelle, ce sont nos investisseurs à long terme, comme à l'accoutumée. Ce qui est plutôt pas mal, c'est de voir ici un indicateur qui nous montre voilà, si l'intensité de leur vente est assez intense, est assez massive ou non. Ce qui est plutôt intéressant, c'est de voir qu'on est très loin de ces mêmes patterns qui se sont passés en 2024 par deux fois, 2024-2025, puisqu'ici on est au tout début, il semblerait, d'une phase de distribution de la part de ces détenteurs à long terme. Donc il faut savoir que ces détenteurs à long terme, évidemment, ils ont accumulé du Bitcoin depuis plus de 6 mois. Ce sont des personnes qui ont survécu au FOMO, au FUD, à la peur, à l'euphorie. Donc s'ils vendent, c'est qu'ici, ils ont un intérêt, on va dire, pécunier assez intéressant de prendre des gains sur ces niveaux-là. Maintenant, on peut quand même comparer les deux derniers tops, celui arrivé il y a quelques jours et celui arrivé en janvier 2025. Ici, alors c'est un autre graphique que je vous ai jamais présenté. On va parler en fait, si vous voulez, de savoir qui est-ce qui vend leur Bitcoin. En termes, voilà, quand est-ce qu'ils les ont achetés. Bon, comme vous le voyez, j'ai pris les dates du 1er mai jusqu'à aujourd'hui. Typiquement, on peut voir que ceux qui vendent leur Bitcoin massivement, ce sont ceux qui ont accumulé entre les 80 000 et les 100 000 dollars. Bon, ici, on voit très bien que ce sont des investisseurs à long terme, mais des jeunes investisseurs à long terme qui vendent, dans le sens où ils prennent leurs gains. Ils sont assis sur des gains quand même de plus de 50% à environ plus 20%. Bon, ça leur semble assez correct comme prise de gain, donc ils le font. Globalement, par contre, tous ceux qui ont accumulé il y a de ça maintenant plusieurs années et acheté vers les 40 000, vers les 30 000 dollars, ne semblent pas forcément s'activer plus que ça. Et ça, c'est plutôt bon signe. Puisque quand on compare au top que nous avions eu fin 2024, début 2025, cette fois, on voyait beaucoup de ventes de vieux Bitcoin assez massifs qui, forcément, ont créé ce déséquilibre entre acheteurs et vendeurs. Et donc le marché avait fini par se retourner et on a vécu plusieurs mois de latérisation, correction, avant de toucher les 75 000 dollars et de repartir à la hausse. Donc maintenant, pour nuancer, je voulais un peu vous montrer cette distribution de BTC. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui sont vendus? Et ça nous permet de voilà, comparer avec ce qui s'est passé déjà par deux fois précédemment sur ce cycle. On voit encore ici que ça confirme un peu ce qu'on a vu avec le graphe précédent. On est dans un entre-deux. On voit beaucoup de BTC vendus, mais à la fois, on n'est pas encore dans un excès, mais on n'est pas non plus dans un tout va bien. Voilà, faut qu'on soit honnête. Ces phases-là durent quand même plusieurs semaines. C'est pas parce que ici, c'est peut-être le top. Parce qu'encore une fois, j'ai pas de boule de cristal. On peut utiliser tous les outils qu'on veut. On n'a pas d'indicateurs, encore une fois, qui vont flasher rouge et nous dire de vendre qui sont sûrs à 100%. L'idée, ça va être de se dire, ok, on a peut-être une première alerte qui s'est posée, mais comme vous le voyez, les ventes se découlent sur plusieurs semaines tout comme en mars. Regardez, la dernière fois qu'on avait atteint ici, c'était début mars. Et on va dire que le marché s'est retourné seulement à partir de mai. Ici, c'est pareil, c'était plutôt en novembre. Et le marché s'est retourné plutôt à partir de janvier. Donc on peut avoir du temps. Et le marché, vu qu'il est de plus en plus mature, ça va nous permettre aussi de ne pas forcément avoir des liquidations en cascade comme on avait eu en 2021 ou 2017. Donc ça, c'est plutôt intéressant et ça nous laisse du temps pour quand même comprendre ce qui se passe sur le marché. Donc c'est une petite différence, mais qui peut-être peut faire la différence, et ça on le verra un peu après. Ce qui est plutôt pas mal également, c'est cette fois, on a vu qu'il y avait beaucoup de prises de gains, mais maintenant c'est de voir l'ampleur de ces prises de gains. Est-ce qu'elles peuvent perturber l'équilibre de ce marché ou pas? Puisque ici, avec le sell-side risk ratio, c'est un indicateur on-chain qui va nous permettre de mesurer les profits, mais cette fois avec la taille du marché global. Et si les profits sont vraiment énormes par rapport à cette taille de marché, évidemment que là, on va créer un déséquilibre et donc un retournement. C'est arrivé ici en mars 2024 et ici forcément en novembre-décembre 2024. Et comme vous le savez, s'en est suivi des corrections pendant plusieurs mois. Là, pour l'instant, qu'est-ce qu'on voit? Bon, on voit qu'on est encore une fois dans un entre-deux. On est bien plus haut que ce qui s'est passé lors de fin mai, où on se posait déjà la question, est-ce que c'est un top, est-ce que c'est juste une pause? Ce n'était juste une pause avant de repartir à la hausse. Ici, là, on est aux portes de l'euphorie, mais on n'y est pas forcément encore. Donc c'est pour ça qu'on va rester lucide sur le constat et commencer à se poser des questions sur ok, qu'est-ce qu'on va vraiment faire sur ces niveaux actuels. Maintenant que l'on connaît à peu près la situation dans laquelle on se trouve sur Bitcoin. J'espère que j'ai été le plus clair possible pour vous dire que, voilà, encore une fois, les indicateurs ne vont pas flasher du même niveau que chaque précédent top, etc. Donc il nous faut, par contre, nous préparer à différents scénarios. Le scénario que je privilégie de mon côté, et ça, attention, ça ne tient qu'à moi, c'est qu'on va consolider, voire corriger un petit peu, avant de repartir à la hausse. Mais encore une fois, on est dans une situation, on est en plein été, il n'y a pas encore de baisse des taux. Au niveau macro-éco, ça va un peu mieux, mais c'est pas non plus la folie. Donc voilà, c'est à prendre avec des pincettes. Maintenant, si on devait corriger, pareil encore, enfin là-dessus, il peut y avoir plusieurs scénarios, mais on a déjà quelque chose qui m'intéresse particulièrement. Ici, on regarde, parce qu'on le voit sur ce graphe, c'est quand est-ce que chaque Bitcoin a été acheté. Ici, comme vous le voyez, en fait, en X, vous voyez le prix à laquelle
sur lequel ici 81 000 bitcoins ont été achetés, que vous voyez en axe Y. Ça, c'est plutôt intéressant. Ça nous permet de repérer les zones où il y a de l'accumulation massive et celles où il n'y en a pas. Si on devait corriger, et je trouve ça pertinent, c'est regarder ici on a une poche d'air, je crois qu'on en a parlé la semaine dernière, mais clairement c'est une zone que je vais surveiller intensément, puisque si jamais on devait avoir une correction, par exemple sur les 111 000, ou au moins traîner dans cette zone-là entre les 111 et globalement les 116 000 dollars, on pourrait recréer une nouvelle poche d'accumulation qui nous servirait de support. Parce que pour l'instant, le seul support qu'on a, il est sur les niveaux actuels, entre les 117 et les 119 000 dollars. On a quand même globalement 5% de la supply de BTC qui est détenue au-dessus des 116 000 dollars. C'est pas mal, mais c'est pas suffisant à nous créer un vrai support. Puisque globalement, on pourrait revoir en tout cas les 110 000 dollars assez facilement, puisqu'ici il y a vraiment une poche d'air. Donc ça, c'est une première zone qui, moi, m'intéresse et voir si le marché rebondira ici. Si on réatteint les 110 000 dollars à peu près, bon, allez, globalement, on va aller, j'ai envie de vous dire, jusqu'aux 107 000 dollars, ou même environ. Donc on est à peu près sur 10% de la supply de BTC qui va se retrouver en perte. Puisque comme vous le voyez sur le graphique, il y en aurait 10% ici qui ont été accumulés au-dessus des 107 000 dollars. Bon, qu'est-ce que ça veut nous dire? Ce qui est plutôt pas mal, c'est que ces 90% correspondent aux corrections type haussier, qui arrivent dans une tendance haussière. Regardez ce qui s'est passé ici en mai. Pareil, on avait touché les 111 000, 112 000 dollars, un nouvel ATH. On était retombé sur les 98 000 dollars à l'espace de quelques minutes, de quelques heures. Et on était sur cette zone-là où 10% des investisseurs se retrouvaient en perte. On avait vu cette même correction, à peu près ici, entre décembre et janvier, à voilà, à peu près 10-15% de la supply qui se retrouvait en perte sur une correction, pour repartir après à la hausse. Tout comme ici, pour repartir après à la hausse. Exactement ce qui s'est passé de mars à mai environ, sur ces niveaux-là. Donc ça peut être le premier type de correction qu'on pourrait avoir. Le deuxième type, ça va être de vouloir vraiment faire mal, comme on a eu entre mars et novembre 2024, ou encore entre janvier et avril 2025. Où ici, on avait touché plutôt les 75% de la supply de BTC qui était en gain, donc 25% qui était en perte. Quand on reprend historiquement parlant ce qui se passe, ce sont ces zones ici où on met vraiment à mal les investisseurs, où on veut vraiment leur faire peur, leur faire comprendre qu'on est à deux doigts de passer dans un cycle baissier et les faire capituler. Comme ce qui s'est passé avec le bottom au 75K en 2025 et le bottom au 48K en août 2024. Et pour cela, il faudrait toucher cette fameuse zone des 98 000 dollars, ce qui correspond aussi à ces grosses zones d'accumulation. Donc c'est-à-dire qu'on passerait celle-là, qu'elle ne ferait vraiment pas office de support, et qu'on passerait en tout cas assez facilement ici, parce qu'encore une fois, vous voyez, c'est pas un gros cluster d'accumulation, mais qu'on arriverait directement sur cette zone-là. Quand on prend ce graphe, c'est un peu plus parlant. Vous voyez l'action du prix, vous voyez le nombre en fait de BTC qui sont accumulés ici, et comme vous le voyez, on a une grosse zone de résistance. On peut très bien aller la toucher sans justement que ça remette en cause non plus le cycle haussier. Donc il faut être prêt à ce scénario, il faut avoir des cartouches de disponibles à mon avis, et vous le savez, globalement, on peut aller atteindre ce coût moyen d'achat de nos investisseurs à court terme, à peu près aux 104 000 dollars, qui, comme vous le voyez, depuis la fin avril, nous sert de support. Ici en rouge, chaque fois le prix a rebondi dessus pour repartir à la hausse. Ce sont des zones qu'il faut surveiller. Encore une fois, pas de boule de cristal, on ne sait pas où ça va aller. Ça ne veut pas dire que la tendance sera baissière et que le cycle haussier sera terminé. Au contraire, encore une fois, rappelez-vous la métaphore, si on a envie de sauter plus haut, il faut parfois, évidemment, se délester de quelques poids que nous avons au pied. Et avant finalement de finir sur nos fameuses cibles, parce que là on parle un peu des scénarios à la baisse ou de consolidation qui peuvent arriver, donc déjà la poche des 111, 116, correction, pourquoi pas les 104, 100 000 dollars, voire les 95 si on veut vraiment faire peur au marché, mais passer sous les 100 000, va quand même falloir y arriver, puisque mine de rien, ça fait depuis plus de 2 mois qu'on est au-dessus. Donc c'est vraiment que le marché aura envie de, voilà, ce qu'on appelle tirer la chasse d'eau et de faire partir un peu les investisseurs qui sont un peu trop confiants. Mais globalement, quand on regarde le NUPL, qui est un peu une représentation visuelle du MVRV, qu'on a vu la semaine dernière, qui nous permet de voir si le coussin sur lequel on est assis de profit est énorme ou pas. Et pour l'instant, en fait, comme vous le voyez, il est sur un ratio de 0,57, c'est-à-dire que sur la market cap globale du marché, il y a environ 57% qui sont des profits. Bon, c'est proche des 64% qu'on avait atteint en mars et novembre 2024, mais à la fois c'est assez loin, puisque finalement ça fait quand même depuis décembre 2024 qu'on ne l'a pas atteinte. Donc pour l'instant on a quand même de la marge, on n'est pas dans cette phase d'euphorie, et globalement moi ce qui me fait aussi penser que corriger aussi durement serait assez bizarre, dans le sens où, comme vous le voyez ici, on voit en fait la supply détenue par les détenteurs à court terme, quand généralement on arrive sur un vrai top, on a un FOMO, on a des achats, comme vous voyez, leur supply de BTC détenu passe de 18 à 25% et plus, de 17 ici à 25, de 18 à 28
en 2025, et seulement après on fait corriger, on leur fait peur, et du coup ils partent du marché petit à petit. Là, comme vous le voyez, on n'est qu'à 21%, c'est-à-dire comme si on n'était qu'à un début d'une jambe haussière qui leur donnerait envie de FOMO sur le prix. Donc c'est vraiment en fait la sensation qu'on avait partagée la semaine dernière, comme si on était sur un top, mais tout le monde s'en contrefichait. Et là c'est typiquement ça, on a des investisseurs qui arrivent, la tendance revient à la hausse, mais à la fois, corriger plus que sous les 110 000 dollars me paraîtrait quand même assez mal timé dans le sens où en fait on ne ferait pas partir grand monde finalement, puisque comme on l'a vu, pareil, il n'y a pas beaucoup d'investisseurs qui ont vraiment FOMO ce top. Donc à voir. Encore une fois, je peux me tromper, mais c'est ce que ça me dit. Donc peut-être qu'on est vraiment, encore une fois, sur un début de jambe haussière, même si évidemment pour moi ce serait intéressant qu'on consolide encore quelques jours. Mine de rien, comme ça c'était arrivé début novembre, on avait consolidé quelques jours avant de réexploser à la hausse une nouvelle fois. Comme ici, en fait, globalement, pareil, mi-février. Je ne dis pas que ça va se repasser comme ce scénario-là, mais il y a quand même des convergences qui me disent que ça peut arriver. Maintenant, et ça j'en ai parlé sur mon X, sur mon Twitter, ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'on a atteint une première résistance sur Bitcoin. Ici on va parler des targets à la hausse, vous le savez, comme je me base sur des cibles comportementales, chaque semaine en fait ces cibles-là évoluent, donc c'est toujours intéressant d'en reparler avec vous. On voit très bien que pour l'instant on a touché une résistance qui avait bloqué en mai dernier. Donc je vais vous la remontrer ici, tac. Ce nuage vert, en mai dernier, on avait topé dessus et ensuite on avait corrigé. Donc on était passé au 112 jusqu'au 98 avant de repartir à la hausse. Là pour l'instant, on a topé dessus lors des 123 000 dollars qu'on avait touché le 14 juillet, ou un peu, oui, bref, dans ces eaux-là, globalement, et que potentiellement, on pourrait retoucher en tout cas les niveaux que l'on avait vu ici. Donc là, par exemple, ce serait sur les 111 000 ou un peu en dessous. Globalement, si on se prend une consolidation, correction, qui nous permettra en tout cas de combler la poche d'air qu'on a vu un peu plus tôt. Maintenant, si on a vraiment la possibilité, la force, l'énergie d'aller plus haut, comme vous le voyez, et qu'on puisse atteindre comme en mars ou comme sur le top de fin 2024, on aimerait aller voir cette zone des 130 000 dollars, au moins la toucher du bout du doigt, peut-être pas aller vraiment jusqu'au bout, mais au moins, en tout cas l'atteindre, ça ne me paraîtrait pas incohérent, la dynamique est toujours positive et toujours haussière, donc évidemment c'est un des scénarios que je privilégie aussi. On peut aller corriger un petit peu, il nous faut des cartouches, mais on peut aussi repartir à la hausse, et voilà, temporiser encore quelques jours, c'est aussi le scénario qui peut exister. Encore une fois, on se prépare à tout ce qui se passe, et globalement, on n'aura pas à stresser de ce qui va nous arriver sur le marché. C'est ça aussi l'importance de ça. Globalement, ce qu'on a vu aussi, c'est qu'on est quand même dans un début de d'alt season, mine de rien, on a quand même pas mal d'alt qui commencent à surperformer Bitcoin, dont le fameux Ethereum, que l'on croyait mort sur ces niveaux-là en avril, mais finalement, il a enfin breaké une de ces belles résistances, qui était cette ligne jaune ici, cette médiane des bandes de prix du MDRV. Et globalement, plus rien ne pourrait... En tout cas, ce qui serait pas mal, c'est un petit rebond ici. Si forcément Bitcoin corrige, pourquoi pas s'arrêter sur les 3200, qui serait un bon niveau pour recharger, avant potentiellement, si la tendance est toujours haussière, repartir vers les 4000 dollars et plus. C'est vraiment ce que je nous souhaite, mais globalement, sur Ether, tout va bien là aussi. Encore une fois, on va faire attention à ce qui se passe sur le marché, mais en tout cas, il faut être prêt à tous les scénarios ici. Donc voici le récapitulatif de ce qu'on s'est dit. Le marché, il est actif, mais il n'est pas forcément en mode euphorique extrême. On y touche du bout du doigt, mais c'est pas encore, si vous voulez, l'euphorie totale. Il y a des gains, mais pas non plus encore dans l'excès, mais on n'est pas... Voilà, encore une fois, j'avais utilisé cette métaphore il y a ça quelques vidéos. C'est comme si on était dans la 75e minute d'un match de football ou autre, mais globalement, les détenteurs à long terme commencent à s'activer, mais ne sont pas pareils dans l'extrême distribution de leur coin, et globalement, on est dans une phase qui semble sous contrôle. C'est vraiment le ressenti que j'en ai. Le marché ne montre pas encore de signes, de vrais signes d'essoufflement, mais il faut juste être prêt à ce que ça arrive quand même. Je vous partage évidemment ce que j'ai et ce que je vois avec les outils qu'on a à disposition, mais c'est jamais une vérité absolue. Donc encore une fois, je ne suis pas là pour vous imposer une direction, et je pense que vous l'avez compris à travers cette vidéo. Maintenant, soyons honnêtes 2 secondes. Comment on va se positionner intelligemment là-dessus? Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Et je vais être totalement honnête avec vous, c'est que j'ai longtemps fait cette erreur de mon côté moi aussi, et parfois j'y retombe encore beaucoup, c'est de trop réfléchir. Le problème c'est que quand on suranalyse tout ça, on ne cherche pas vraiment à quoi faire, on cherche en fait à éliminer le risque ou à confirmer nos biais, encore une fois, et on veut avoir la garantie que notre décision elle est parfaite. Sauf que la vérité c'est que, évidemment, on ne contrôle pas le résultat et on ne contrôle encore moins le marché. Ce qu'on peut contrôler par contre, c'est notre capacité à agir malgré toute cette incertitude. Donc le vrai déclic ici, c'est vraiment de se demander, est-ce que je sais ce que je dois faire? Si la réponse est oui, alors faites-le, même si on ne maîtrise pas l'issue de cette décision. On décide et on avance. Concrètement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on ajuste son exposition avec tout ce qu'on sait maintenant aujourd'hui. Inutile d'être all-in 100% dans le marché ou d'être complètement dehors.
On utilise toujours le DCA pour rentrer progressivement, c'est ce que je fais chaque semaine. Même j'ai envie de dire, je passais sur un DCA daily, ce qui est plutôt intéressant, avec toujours des petits montants évidemment, mais c'est vraiment intéressant de voir ça, puisque la visibilité elle est vraiment faible sur ce qu'on peut avoir, et la volatilité est pas mal présente. Donc c'est plutôt intéressant de le faire là aussi. On se pose des alertes sur nos zones critiques. Moi, j'en ai posé une sur, par exemple, les 116 000 $, j'en ai posé une sur les 111 000 $, sur les 104, et au-dessus, forcément, sur déjà le précédent ATH aux 123 000, et ensuite sur les 130, 135, etc. Et surtout, on suit notre plan. Moi, j'ai un petit post-it, vous ne le voyez pas ici, mais vous l'entendez. J'ai un petit post-it en fait où il y a marqué sur BTC, par exemple, je prends tant de profit sur tel niveau, sur tel niveau, sur tel niveau, puisque le plan, c'est fait pour être respecté. C'est un peu un bouclier contre nos émotions. Encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura servi. Je prends grand plaisir à chaque fois à vous avoir chaque dimanche à lire vos commentaires. J'en ai vu un qui avait entendu les poules la dernière fois. Oui, c'est vrai que j'ai des voisins qui ont des poules, donc forcément on entend pas mal tout ça. J'essaye d'être le plus naturel avec vous et le plus franc. Encore une fois, je suis loin d'être parfait, mais on essaye d'avancer ensemble. Et surtout, rappelez-vous, faites-vous confiance. Le marché ne fera pas de folie comme en 2017, on va pas faire un x19. C'est pas grave si des fois on loupe une hausse de 10%, tant qu'on sait quoi faire par la suite. Donc, prenez soin de vous. Écoutez, je vous dis un très bon dimanche et à la semaine prochaine.